Les presses de l'Université du Québec sont heureuses de contribuer à la diffusion de la recherche en présentant cet épisode. www.puq.ca. Dirty Weekend, et c'est une auteure israélienne, Hélène Zahavi. Donc, c'est l'histoire d'une femme ordinaire qui subit des agressions et du harcèlement de la part de son voisin. Et au lieu de tourner cette violence contre elle-même, elle va s'en prendre à son agresseur. Enfin, une femme parle du point de vue d'une femme qui ne sera pas soumise, mais qui va chercher à s'émanciper. Parfait. Parce que les gens sont plus par la violence, ici, c'est quand même un roman assez violent, là. Et je sais aussi, pour avoir rencontré des femmes victimes de violence, ça profite à leur établissement d'avoir comme ça des livres où elles peuvent se mettre en scène et émerger de leur processus où elles ont été victimisées. En émerger, ça veut aussi dire être en colère contre leurs agresseurs. Et un livre comme ça permet à ces femmes de vivre une colère légitime et réparatrice. Vous pouvez me dire de reposer la question. Cette semaine, les publications universitaires abordent la mémoire de la tuerie de l'École polytechnique 20 ans plus tard, en compagnie de Mélissa Blais. Madame Blais, si on parlait immédiatement du titre de votre premier livre, « Jaillit les féministes », entre guillemets. À quoi fait référence cette phrase? C'est un rappel choc des intentions politiques du tueur de l'École polytechnique, Marc Lépine. C'est-à-dire que c'est de vouloir, puisque, évidemment, dans les médias, j'ai constaté qu'il y avait eu une certaine occultation des intentions politiques du tueur, c'était de rappeler que son intention est antiféministe. Donc, quand Marc Lépine est entré à l'École polytechnique le 6 décembre 1989 et qu'il a pénétré dans une classe du 3e étage, ce qu'il a dit, c'est « jaillit les féministes », en séparant les garçons des filles, en demandant aux garçons de sortir et attirer uniquement sur des femmes. Vous avez procédé à une analyse de ce qui s'est écrit dans les journaux. Quelle était votre méthode et qu'est-ce que vous avez cherché à comprendre? Mais d'abord, je suis partie de l'a priori comme quoi tout discours féministe au lendemain de la tuerie avait été évacué au profit de discours qui psychologisent le tueur. Ça, c'était mon a priori de départ quand j'ai voulu étudier la mémoire collective. Ensuite, justement, ce que j'ai pris, c'est les médias à grand tirage, soit la presse, Le Devoir, le Globe and Mail, pour comparer la mémoire collective montréalaise, franco-catholique, avec, dans le fond, un journal publié à Toronto pour voir s'il y avait des différences anglophones-francophones sur le Canada. Donc, j'ai été voir la place du discours féministe dans ces médias pour finalement nuancer mon a priori et voir qu'au fil du temps, les féministes avaient tout de même marqué des avancées dans la mémoire collective où on avait, dans une certaine mesure, rappelé qu'il s'agissait quand même d'un acte violent qui appartenait vraiment à un problème de société qui est cette violence généralisée. On occultait tout de même le fait que c'est que des femmes qui étaient visées par le tueur, mais n'empêche qu'il y avait ce jeu de va-et-vient entre les intentions politiques du tueur et dans le fond, le procédé qui consistait à le psychologiser. Donc, ce que j'ai fait encore, c'est que j'ai regardé les différents discours dans les médias comme créateurs de mémoire collective, médias comme véhicules aussi de cette mémoire collective-là. Et j'ai vu que, justement, les différents acteurs, psychologues, journalistes, étudiants, avaient créé différents discours sur l'attentat du 6 décembre. Quels sont ces discours? On a un discours sur les armes à feu. On a un discours qui, justement, cherche à dire « Marc Lépine n'est qu'un fou, donc il n'y a rien à y comprendre ». Il y a un discours sur les tueries de masse, c'est-à-dire qu'on amalgame Polytechnique à toutes ces tueries de masse qui ont eu lieu aux États-Unis ou en Europe. Donc, c'est une façon de noyer un peu le poisson en disant « Tout étant égal par ailleurs, un tueur, c'est un tueur ». Et puis, bon, on évacue au fait la particularité du crime de Polytechnique, c'est-à-dire que ce soit que des femmes qui aient été visées. Donc, ce discours-là, il y a eu le discours aussi sur le silence. C'est un discours assez religieux. C'est des hommes d'Église, pour la plupart, qui demandaient qu'on tait la mémoire de Polytechnique en respect aux familles qui vivaient le deuil.
Et donc, tous ces discours, il y en a plusieurs autres, là, je les énumérerai pas tous, mais tous ces discours s'amalgament tout le temps dans une logique soit d'opposition directe au féminisme ou au fait pour marginaliser le discours féministe qui participe aussi de la mémoire collective, au fait. Puisqu'après la tuerie, les féministes se sont mobilisées, ont écrit dans les médias, ont publié des livres, ont fait plusieurs choses. Donc, c'est cette mémoire-là, une mémoire de bataille, une mémoire de rapport de force qui, dans le fond, est véhiculée dans les médias à grand tirage. La première année de la tuerie de l'école polytechnique. Et aussi, j'ai été voir, 10 ans après, voir si les mêmes discours et les mêmes amalgames au fait, puis les mêmes rapports d'opposition se retrouvaient dans la mémoire, dans les journaux, 10 ans après. Vous faites le recueil de toutes les interprétations concurrentes de l'événement. Est-ce qu'il y a eu une saine concurrence ou est-ce qu'il y a eu une interprétation qui a eu le dessus et qui a marginalisé les autres? Ce qui est arrivé, c'est qu'au premier anniversaire, on a largement répandu l'idée que Marc Lépine était fou. Donc, il fallait que c'était un peu erroné d'arriver à prétendre qu'il y avait quelconque leçon à tirer, quelconque leçon sociale à tirer d'un attentat comme ça. C'est-à-dire soit réfléchir sur le fait qu'il existait des inégalités entre les sexes au Québec, ce qui serait dans le fond une mesure. En travaillant sur les inégalités, on aurait pu prévenir un autre attentat, comme un attentat éventuel, comme l'attentat du 6 décembre. Donc, on refusait de voir au fait le sexisme de la société québécoise. Et ça a été la façon de refuser de voir ce sexisme, c'est de dire que Marc Lépine était fou. Donc, c'est un discours qui est assez majoritaire dans les médias. Et là, on retrouve des journalistes qui se prennent pour des psychologues et qui vont chercher à psychologiser le tueur. On a aussi des psychologues qui vont dire que Marc Lépine avait des troubles, soit de personnalité antisociale ou de schizophrénie. Et donc, sans consultation préalable avec le tueur, sans même connaissance de son passé familial ou peu importe, on a prétendu plusieurs troubles de santé mentale. Et donc, ça, c'est ce qui m'intéressait, c'est pas de voir si Marc Lépine était fou ou pas. Ce qui m'intéressait, c'est de voir l'effet social, l'effet politique d'un discours sur la folie du tueur. Et ce que j'ai constaté, c'est que l'effet, c'est justement d'évacuer les intentions. Un peu comme, je vais créer une image ici, un peu comme si on disait que la Shoah, les Juifs avaient exagéré et que c'était pas les Juifs qui étaient visés et que Adolf Hitler était fou. Donc, en quelque part, par cette image, on peut voir très bien que c'est un non-sens pour les féministes, c'est un non-sens aussi pour la société en général que de chercher à évacuer ses intentions politiques, surtout quand on veut faire de la prévention, de la sensibilisation et éviter qu'un potentiel drame comme ça se reproduise. Donc, dans l'ensemble, vous diriez que de mettre de l'avant la folie, ça permet d'expliquer les choses sans chercher à les comprendre. Mais expliquer oui et non, surtout pas chercher à les comprendre, parce qu'évidemment, quand on dit une personne est folle, on dirait que ça suffit, et puis qu'il n'y a pas d'autre raison à cette folie, qu'il n'y a pas de raison sociale ou peu importe. Et surtout, on oublie de penser qu'il y a un contexte dans lequel s'inscrivent ces crimes de masse, dont la tuerie de l'école polytechnique, et que ce contexte est à considérer. Les études sur les meurtres de masse, je pense ici aux travaux de Yannick Dulong et de Richard Poulain. Donc, leurs travaux ont démontré que, justement, les tueurs de masse vont assassiner souvent des gens qui sont marginalisés socialement, voire qui font partie des catégories socialement, historiquement opprimées. Je pense ici aux homosexuels, aux Noirs, aux femmes. Donc, c'est souvent les cibles des tueurs de masse. Et généralement, les meurtriers, dans 88% des cas, ce sont des hommes blancs qui n'ont pas de problèmes familiaux, qui n'ont pas de problèmes non plus en termes de situation socio-économique. Et qui vont cibler, justement, des gens qui sont discriminés socialement. Et ça, ce que ça fait, c'est de chercher à comprendre ces meurtres de masse en psychologisant, c'est qu'on oublie de voir qu'il y a un phénomène social. Ça appartient au même phénomène social que cette violence contre les femmes, cette violence aussi homophobe, cette violence raciste dans certains cas. Et de chercher à comprendre ces phénomènes sociaux nous amène encore une fois à viser de meilleures préventions, de meilleures mesures en termes de prévention sociale pour éviter que d'autres meurtres de masse se reproduisent, puisqu'on en a encore. On a vu ce qui s'est passé récemment en Norvège. Donc on a, et là l'intention elle était clairement politique là aussi, là c'est une intention raciste. Donc on a là encore une fois une façon d'occulter un phénomène sociologique.
Vous l'avez dit, dans les médias, beaucoup de gens vont aborder la dimension psychologique du personnage. Il y a quand même un détail qui est important. Est-ce que Marc Lépine avait des antécédents psychiatriques? Ce qui est fascinant, c'est quand on lit les journaux après la tuerie de l'École polytechnique, on constate qu'on apprend peu de choses sur les victimes, les 14 femmes qui ont été tuées par lui, mais on sait plusieurs choses de son passé à Marc Lépine. On sait qu'il avait un père violent. On sait que sa mère a souffert aussi de cette violence. On sait que Marc Lépine était bon élève à l'école et que contrairement au portrait qu'on tentait d'en faire, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu loser, si vous me permettez l'expression, qui arrive pas justement à performer socialement, qui a des échecs scolaires, c'était bien le contraire. Donc, on a aussi des témoignages de professeurs, de proches, de même sa voisine, qui disent toutes, Marc Lépine, c'est un gars ordinaire. Il n'y avait pas d'antécédents, ou il ne pouvait pas, dans le fond, d'une manière quelconque, se faire différencier, comme on l'aurait souhaité, des autres hommes au Québec. Donc, c'est un gars tout à fait normal qui, un matin, évidemment, quand je dis normal, c'était quelqu'un aussi qui portait un discours sexiste. C'est quelqu'un qui avait déjà, avant de commettre l'attentat, une vision antiféministe, un discours antiféministe. Mais ça, les gens dans l'entourage peuvent avoir l'habitude de ce type de discours-là sans nécessairement se dire que cette personne va passer à l'acte demain matin. Donc, il était tout à fait ordinaire. Et puis, un jour, il s'est levé et puis il a décidé de passer à l'acte en assassinant des femmes qui allaient devenir ingénieurs. Donc, il faut voir aussi le symbole de l'École polytechnique. C'est un symbole fort pour le mouvement féministe puisque c'est les luttes féministes qui ont amené ces femmes à pouvoir entrer dans des métiers, dans des professions non traditionnelles pour les femmes historiquement. Et pour aider à comprendre que le geste de Marc Lépine était de nature politique, vous dédiez votre livre aux 19 personnes dont le nom était écrit sur une liste écrite par Marc Lépine. Qui étaient ces personnes? Oui, Marc Lépine a laissé une lettre de suicide quand il s'est suicidé après avoir tué 14 femmes et blessé 14 autres personnes. Sa lettre de suicide disait « Je vais envoyer à Padres les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Mon acte est un acte politique. » Joint à cette lettre, une annexe de 19 noms de femmes, de féministes radicales, que j'aurais voulu assassiner, mais par manque de temps, j'ai pas pu le faire, au fait. Ces 19 noms de femmes, c'était des noms de féministes connus et aussi les premières femmes à avoir percé dans des métiers non traditionnels. Première policière, première pompière au Québec, une femme qui avait gagné un prix aussi à l'Ordre des comptables. Donc, c'est des femmes qui, justement, représentent aussi les avancées qui ont été faites par le mouvement féministe. Et cette lettre a été gardée confidentielle. Elle n'a jamais été publiée, l'annexe, mais on parvient quand même à voir, à retracer, parce que les journalistes ont tout de même, ici et là, dans un article ou un autre, laissé paraître des noms de femmes qui étaient sur la liste, mais c'est tout un travail de la reconstituer, au fait, cette liste de 19 noms. À la suite du drame de Polytechnique, des opposants au féminisme vont récupérer le drame en inversant la position de la victime et du bourreau. À quoi ressemblait cette lecture? Ce qu'il faut voir, c'est que Polytechnique, plusieurs féministes ou historiennes, politologues, sociologues vont dire que Polytechnique constitue une sorte de catalyseur au discours antiféministe. C'est comme si, à partir du moment où on avait fait quelque chose d'aussi grossier, qui est d'assassiner, d'aussi spectaculaire puis extraordinaire que d'assassiner 14 femmes, c'était maintenant permis de dire un peu n'importe quoi des féministes. Jamais on pourrait atteindre vraiment le niveau extrême de Marc Lépine. Donc, on autorise vraiment un déferlement antiféministe qui passe inaperçu dans les médias, dont la publication d'un manifeste d'un salaud de Roch Côté aussi, qui a quand même eu une grande visibilité médiatique. Et là, ce qu'on dit, c'est que donc les féministes ont exagéré. Les féministes sont allés trop loin. Les hommes souffrent au Québec maintenant à cause des femmes et des féministes. Donc, ce qu'on a appelé, ou ce que j'ai appelé le masculinisme aussi, c'est cet antiféministe qui prend de la force après Polytechnique et qui va chercher justement à inverser et à victimiser les hommes. Donc, on inverse maintenant les paradigmes où les femmes sont dominantes et les hommes dominés. Certains, et c'est quand même majoritaire, c'est certains hommes qui vont faire ce que je vais expliquer dans 2 minutes, vont chercher à le héroïser au fait. On cherche à
a créé de Mark Lépine un héros pour la cause des hommes. Certains vont dire je suis la réincarnation de Mark Lépine, je vais chercher à terminer son travail, avec, même chose, une liste de noms de féministes qui cherchaient à assassiner. Heureusement, les policiers ont arrêté cet homme en 2005. D'autres vont simplement écrire ou créer des blogs où ils vont dire qu'il faut célébrer à chaque année l'anniversaire de Mark Lépine. Un autre exemple aussi, c'est un régiment de l'armée canadienne basé à Petawawa qui, eux, ont commémoré 2 fois Mark Lépine en tirant 14 balles et en faisant un souper en son honneur. Et malheureusement, le parti de l'opposition a soulevé ces problèmes et ces militaires n'ont jamais été sanctionnés à ma connaissance et justement certains d'entre eux ont même pu bénéficier d'une promotion. Donc on banalise aussi l'antiféminisme. C'est ce que démontrent au fait ces expressions mémorielles d'héroïsation du tueur qui sont acceptées, qui ne sont pas sanctionnées légalement et on banalise un peu en quelque sorte l'antiféminisme après Polytechnique. À la suite du drame de Polytechnique en 1989, certaines personnes vont dire que Mark Lépine sommeille en chaque homme. C'est une formule qui va très loin. Est-ce que ce genre de formule ne va pas créer une réaction allergique aux interprétations féministes? D'une part, personne a dit que Mark Lépine sommeillait en chaque homme dans les 600 articles que j'ai lus. Il y a une brève, à un moment donné, où une féministe dit, justement, il faut s'inquiéter de l'ensemble des hommes parce que elle établit un certain lien entre Mark Lépine puis l'ensemble de la population masculine du Québec. Mais c'est la seule sur 600 articles. Et on répète ad nauseam que les féministes, après Polytechnique, ont maintes et maintes fois dit qu'il y avait un Mark Lépine en chaque homme. Donc, d'une part, je me permets quand même de rectifier les faits. C'est vraiment un discours minoritaire. D'autre part, il faut voir qui a dit que les féministes avaient dit qu'il y avait un Mark Lépine en chaque homme. C'est souvent des antiféministes. Au fait, on pense à Rocoté. Rocoté a dit, sans le savoir, que les féministes avaient toutes dit ça. On a accusé aussi des pro-féministes d'avoir dit ce type de choses, dont il y a un texte de Dorval Brunel, justement, dans le Devoir, qui dit « Nous sommes tous coupables », et c'est très différent de dire « Nous sommes tous coupables », donc responsables. Et là, il énumère aussi toutes ces dynamiques hommes-femmes dans la rue, la peur des femmes la nuit. Donc, il dit, on est responsable, nous, en tant qu'hommes, de cette insécurité-là, par la violence conjugale, par la violence sexuelle, etc., etc. Donc, il cherche à responsabiliser les hommes du sexisme ambiant qui a, dans le fond, donné naissance à un Mark Lépine. Mais c'est différent de dire qu'il y a un Mark Lépine en chaque homme. C'est-à-dire que c'est pas tous les hommes qui sont violents. Et j'ai déjà écrit que même, au contraire, il y a des hommes protecteurs, des hommes qui cherchent à protéger des femmes. Et c'est cette binarité entre l'homme agresseur et l'homme protecteur qui maintient les femmes aussi dans un rapport de dépendance et d'insécurité. Donc, pas besoin d'avoir un Mark Lépine en chaque homme. Il suffit d'un homme pour créer une peur généralisée chez l'ensemble des femmes et des féministes et pour que, justement, le sauveur aussi puisse s'exercer et puis accompagner les féministes ou les femmes et les protéger, au fait. Vous parlez des homicides misogynes suicidaires. Il y a Dominique Payette. Je vais plutôt élaborer sur le texte qu'elle a écrit dans l'ouvrage collectif sur Retour sur un attentat, qui sont les actes du colloque qui ont eu lieu en 2009. Dominique Payette parle d'un attentat antiféministe. Quand on parle d'attentat antiféministe, c'est pour illustrer justement qu'on est dans l'extraordinaire, mais qu'on a, pour elle, Mark Lépine, son geste relève davantage d'un attentat terroriste plutôt que d'un acte de violence ordinaire d'un homme violent, par exemple, en contexte conjugal à l'endroit d'une femme. Donc, elle veut différencier cette violence ordinaire de la violence extraordinaire de Mark Lépine. Ce qu'elle fait, et c'est pas inintéressant parce que justement, ça crée des nouveaux débats. Est-ce que le nouveau débat qui a été créé en 2009 durant le colloque, c'est de savoir est-ce que Mark Lépine, justement, est un terroriste ou est-ce que c'est un homme violent? Et puis là, on débat à savoir des différences entre un attentat terroriste et un acte de violence masculine contre les femmes.
Ce qui est différent pour Dominique Payette, c'est de voir que les féministes sont un peu, et je reprends sa métaphore, sont un peu comme la peau d'un tambour sur lequel on frappe pour créer du bruit et atteindre une plus large audience. Et au fait, en assassinant 14 femmes, on cherche à atteindre le mouvement féministe. Donc, les cibles premières sont les cibles accessoires, puisque les personnes visées sont les symboles, dans le fond, sont les féministes dans le cas de la tuerie de l'École polytechnique. Et c'est ce que le terrorisme cherche à faire, c'est-à-dire terroriser une population, dans ce cas-ci les féministes. Et d'autres vont rétorquer, oui, mais la violence faite aux femmes crée la même chose. Donc, quand on frappe une femme ou on violente sexuellement une femme dans la rue, eh bien, plusieurs femmes vont avoir peur de la nuit. La rue va avoir peur d'emprunter certaines rues, des ruelles, etc. Et ça suffit, un homme suffit pour créer cette peur généralisée dans la communauté des femmes. Donc, j'illustre un peu le débat, mais c'est un terme qui, je crois, est porteur de réflexion et nous amène un peu plus loin. Parce que souvent, les féministes se sont trouvées, après la tuerie de Polytechnique, en posture défensive, de tout le temps devoir rappeler les intentions du tueur. Maintenant, en 2009, on est allé un peu plus loin, puisqu'on était dans un espace assez sécuritaire aussi pour discuter entre féministes et personnes désireuses, dans le fond, d'avancer sur les intentions du tueur et sur qu'est-ce que l'antiféminisme aujourd'hui au Québec. Donc, d'avancer ces réflexions-là, puis d'aller un peu plus loin pour chercher encore une fois à comprendre Polytechnique. Une bonne façon d'étudier la mémoire qu'on a des événements, c'est de regarder les manuels d'histoire. Est-ce qu'on parle de la tuerie de l'École polytechnique dans les livres d'histoire? Pour plusieurs, les meurtres de femmes sont considérés comme un fait divers. Donc, Polytechnique a été, pour certains historiens, considéré comme un fait divers qui, malheureusement, avait un peu trop attiré l'attention au Québec. Donc, j'ai justement rarement lu dans les manuels d'histoire Polytechnique, qui pourtant a été un événement marquant dans la société québécoise. Seul le collectif Clio l'indique et en parle et en traite dans l'ouvrage « L'histoire des femmes au Québec ». Mais sinon, silence radio sur l'attentat du 6 décembre dans les manuels d'histoire, la plupart des manuels d'histoire. Et j'ai bon espoir tout de même que les prochains manuels d'histoire intègrent Polytechnique parce que maintenant on crée des films sur Polytechnique. On en parle, mais on utilise différents médiums pour commémorer Polytechnique maintenant au Québec. Et plus le temps passe, moins on craint d'en parler, puisque l'effet de distanciation entre les moments de l'événement et aujourd'hui, donc 20 ans, c'est suffisant pour dire ça appartient au passé, donc c'est moins menaçant pour l'ordre social. Ça nous amène moins à réfléchir sur notre société. Et Marc Lépine est un peu comme une sorte d'anomalie dans le Québec ou un dinosaure qui est en voie d'extinction, puisque maintenant, aujourd'hui, on aurait atteint l'égalité. Donc, c'est l'effet de distance dans le temps. Polytechnique invite moins à la réflexion aujourd'hui, c'est-à-dire que on peut se permettre de moins y réfléchir, donc en parler davantage, puisque l'événement est moins traumatisant. Dans votre livre, vous dites que vous ne pouvez pas vous permettre de faire l'économie d'une analyse critique de ce film. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que j'évalue la réception à travers des entrevues, par exemple. C'est vraiment difficile d'arriver à voir comment le film de Denis Villeneuve et de Karine Vanasse modifie un peu la mémoire collective, donc ça devient difficile. Au niveau de la réception, toujours. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les médias comme récepteurs de ce code, parce que c'est comme un code qu'on vient de créer, qui est décodé par les médias, un code historique. Tu sais, on crée une interprétation de Polytechnique à travers le film. Et donc, les médias reçoivent et le décodent et réactivent la mémoire collective en ramenant des anciens discours et en les amalgamant différemment, évidemment, parce que le temps a passé et puis les rapports de force ont changé. Maintenant, on a un antiféminisme beaucoup plus virulent, mais on a un mouvement féministe aussi qui, année après année, a commémoré, de sorte que maintenant, elles ont créé des brèches dans la mémoire collective où on peut dire que Marc Lépine était misogyne, par exemple, ce qu'on ne disait pas en 89.
on disait davantage qu'il était fou. Maintenant, on dit c'est un fou misogyne. Donc, on amalgame différents souvenirs ou différentes interprétations plutôt de la tuerie. Donc, le film, justement, proposait une interprétation de Polytechnique. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il s'agissait d'une interprétation négociée, ce que j'ai appelé le procédé de négociation entre le discours féministe et le discours antiféministe sur Polytechnique. Et pourquoi c'est négocié? C'est que, dans le fond, la narration, on a deux personnages, le personnage de Jean-François et le personnage de Valérie, qui sont un binôme féminin et masculin. Évidemment, ce sont constamment les hommes qui sont les moteurs de l'action dans le film. On a Jean-François qui, par ses différentes tentatives à sauver des victimes, va faire avancer l'action. Et surtout Marc Lépine, qui justement est celui qui crée l'action. Ensuite, Valérie est un peu victime de tout ça, évidemment, comme la plupart, comme les femmes qui ont été visées par Polytechnique. Et on n'a pas de personnage féminin qui cherche à aider, sauver, comme ce fut le cas pour plusieurs hommes de Polytechnique. Donc, on a vraiment sélectionné un personnage masculin qui était un peu timide, moins bon à l'école, mais qui va aider et qui cherche à sauver des femmes, et un personnage féminin qui représente une femme touchée survivante de l'attentat, mais quand même qui veut percer dans un métier non traditionnel, qui va vivre du sexisme du superviseur de stage, mais qui va passer outre le sexisme puis quand même percer dans un métier, comme je le disais, non traditionnel, mais en plus en génie mécanique, où il y a peu de femmes. Donc, c'est une représentation du féminisme, au fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'à la toute fin, même au cours du récit, le personnage masculin, qui est celui de Jean-François, est moins bon à l'école. On le définit comme moins bon à l'école. On le voit aussi qu'il arrive mal à dire comment il se sent après Polytechnique. Et quand sa mère lui demande pourtant de ventiler, de parler, elle s'inquiète pour lui, il refuse de parler et il va finir par se suicider. Et ça, on aurait pu choisir différents types d'hommes après Polytechnique, dont certains qui ont aidé et qui se sont pas suicidés. Mais on a choisi cette représentation masculine-là. En soi, c'est pas un problème, mais il faut voir dans quel contexte s'inscrit cette représentation masculine. Un contexte où on dit qu'aujourd'hui, au Québec, les hommes sont en crise. Donc, ça vient chercher et ça fait écho à ce discours antiféministe de l'homme en crise à cause des femmes et des féministes. Et ça, c'est justement une négociation avec le discours féministe qui est représenté par Valérie, qui, elle, va survivre, devenir ingénieure et vivre, dans le fond, une reprise de pouvoir sur sa vie en ayant même un enfant à la toute fin du film. D'où la négociation entre les deux interprétations de Polytechnique. Il y a une image dans ce film-là qui est très intéressante. À la fin, quand Marc Lépine meurt, son sang rejoint le sang d'une victime. Qu'est-ce que ça représente? Mais je pense que c'est dire justement deux destins liés, c'est un peu... je vais dire bien franchement, c'est en quelque sorte comme si Marc Lépine... on cherchait à dire qu'il était un peu victime de tout ça. Ça sert en quelque sorte à minimiser un peu aussi au fait l'analyse politique et sociologique qu'on peut faire de l'attentat, parce que c'est comme si on disait le destin de Marc Lépine et le destin de ces femmes est lié. Et on le lie par le sang. Pour ma part, je préfère y voir justement un rapport inégal ou quelqu'un qui a cherché à tuer des femmes, bien au fait, est pas lié à la vie de ces femmes-là. Bien au contraire, il cherche à prendre pouvoir sur ces femmes-là en les tuant. Beaucoup de femmes ne se déclarent pas féministes, elles sont même résistantes aux mots. Pourquoi cette résistance? Je ferai un bémol. Je pense pas que les jeunes femmes ne se disent plus féministes. Je pense qu'on a même des exemples où il y a eu Toujours Rebelle ou des grands rassemblements quand même pan-canadiens où il y avait 500 féministes rassemblés pour justement, qui se disaient féministes, pour réfléchir sur le féminisme aujourd'hui à travers le Canada. Donc on a des exemples comme ça qui nous démontrent que les jeunes femmes sont féministes, se disent féministes. Ce que je préfère dire, c'est que le féminisme n'a jamais été populaire. Et donc, on ne peut pas imputer le refus du féminisme à une génération
on peut plutôt voir que quand on cherche à contester l'ordre établi, évidemment, c'est difficile. Il faut accepter la marginalité. Il faut accepter d'être contesté. Il faut même accepter des discours haineux. Il faut accepter de faire face à la menace. Et donc ça suffit pour que certaines femmes se distancient du féminisme, refusent d'être féministes. Et aussi, on caricature. C'est un effet de l'antiféminisme que de créer des caricatures. On dit aujourd'hui du féminisme, on associe, on amalgame féminisme à radical. Sans définir qu'est-ce que c'est que le féminisme radical, on en fait un monstre, une caricature, pour dire que c'est comme si tout le mouvement féministe cherchait à manger des hommes. On a dit un peu la même chose d'autres mouvements sociaux, comme les anarchistes, ça mange des bébés, mais c'est un peu la même chose avec les féministes aujourd'hui. J'en ris parce que c'est une caricature qui est quand même assez ridicule, mais répandue au fait. Ce qui fait que l'effet de l'antiféminisme peut faire peur à des femmes. Mais cet effet de l'antiféminisme existait dans les années 80. C'est d'ailleurs Micheline Dumont, l'historienne Micheline Dumont, qui le dit dans un de ses livres, que le féminisme n'était pas populaire dans les années 80 au Québec. Et si on réussit à lutter contre l'antiféminisme ou à démontrer que l'antiféminisme est un problème aujourd'hui au Québec, eh bien, je crois que là, on pourrait, de la sorte, montrer que le féminisme est encore pertinent et essentiel pour, justement, éviter des jeunes femmes à continuer le combat qui mène vers l'égalité. Vous parlez souvent des féministes en tant que femmes et aussi des pro-féministes, mais surtout quand ce sont des hommes. Est-ce que ça veut dire que les hommes ne peuvent pas être féministes? Au contraire, les hommes, en disant pro-féministes, sont féministes. C'est juste que il y a des débats au fait, il n'y a pas de consensus chez les féministes à savoir est-ce qu'un homme est féministe ou pro-féministe. Je dis pas que la lutte féministe doit appartenir uniquement aux femmes, mais je dis par contre que les hommes doivent laisser les femmes avoir des initiatives. Et le pro-féminisme, c'est un rappel, dans le fond, que c'est une lutte qui appartient aux femmes, d'abord, et que les hommes doivent être auxiliaires de ces luttes. Un peu comme les luttes antiracistes, je crois vraiment, fondamentalement, que si je veux être en appui aux luttes autochtones, comme moi, j'ai des ancêtres qui ont colonisé le Canada et j'appartiens vraiment à cette population blanche, je dois laisser l'initiative des luttes aux peuples autochtones et moi me mettre comme auxiliaire de ces luttes, me situer dans le fond en périphérie des luttes et attendre qu'ils m'appellent en solidarité. Et c'est comme ça que je pense les luttes en fonction. Il y a les luttes solidaires pour les peuples discriminés, opprimés, exploités. Et nous, on peut être solidaires en fonction de nos privilèges. Et quand cette lutte nous touche particulièrement parce qu'on est dans la catégorie opprimée, c'est-à-dire une femme, une afro-canadienne, peu importe, eh bien là, c'est notre lutte. C'est à nous de nous libérer. Et il y a un vieux slogan féministe qui dit « Ne me libère pas, je m'en charge ». Et c'est un peu, dans le fond, ce slogan que rappelle le terme pro-féminisme. Vous avez donné beaucoup d'énergie dans votre vie à étudier l'antiféminisme. Est-ce que l'antiféminisme a un effet sur les féministes? Oui. D'abord, plusieurs vont le dire, Polytechnique en soi a eu un effet sur le mouvement féministe. Et l'effet que j'ai répertorié le plus, c'était la peur, au fait. Les féministes ont eu peur. Elles ont eu peur parce que comme un attentat terroriste vise, dans le fond, des cibles indirectes, qui dans ce cas-ci étaient les féministes, elles ont eu peur de la menace, peur d'être la cible. Et cette peur-là, elle est vécue par d'autres féministes aujourd'hui parce qu'il y a des hommes qui s'en prennent encore aux féministes par des menaces, par une surveillance constante, en suivant des femmes après le travail, en installant des clous dans des stationnements, en faisant des graffitis sur des maisons féministes. Donc, il y a cette menace encore qui plane. Et que ce soit par courriel, que ce soit par des gestes directs, d'agression directe ou par les graffitis, il y a une sorte de violence antiféministe qui est un peu minimisée et qui serait importante justement de mettre en lumière. Maintenant, quand on regarde à la différence, disons, de la violence conjugale, où la violence conjugale, heureusement, elle est reconnue comme criminelle, la violence antiféministe manque de dispositions, c'est-à-dire les féministes manquent d'armes légales pour pouvoir se protéger et se défendre.
J'explique. Les menaces de mort, évidemment, sont couvertes par le code criminel. Sauf qu'encore là, c'est une communauté qui est visée par une violence. Et en portant plainte pour menace de mort, on individualise et on personnifie le problème. Donc, on n'arrive plus à le penser comme étant un problème général qui touche une communauté, un problème plus vaste qui touche une communauté. Ensuite, on peut penser, quand c'est un groupe qui est visé, à incitation à la haine. Donc, quand on vise une communauté, comme les féministes, on peut essayer de porter plainte pour incitation à la haine. La définition du code criminel d'incitation à la haine, c'est, il faut se référer à la définition de personnes identifiables, de groupes identifiables, et c'est seulement les personnes identifiées par la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, la religion et la race qui peuvent être victimes d'incitation à la haine. Même chose pour propagande haineuse. Donc, Internet foisonne de discours antiféministes, mais les féministes n'ont pas de moyens légaux pour se protéger de ces discours antiféministes. Et après, on s'étonne que différentes caricatures du féminisme soient reprises ad nauseam dans les médias ou qu'il y a des discours sur l'égalité des sexes qu'on remet en question, c'est-à-dire le discours féministe qui dit que l'égalité n'est pas atteinte. Et on s'étonne. Mais évidemment, quand on a une liberté comme ça de promouvoir des discours haineux, eh bien, les discours plus modérés ou les discours du sens commun apparaissent comme ordinaires. Madame Blais, dans votre livre, vous dites que la société québécoise reste hiérarchisée en fonction du sexe. Pour vous, l'égalité homme-femme, c'est pas encore une réalité dans les faits. Effectivement. Il y a des indicateurs pour voir si on a atteint l'égalité, qui sont de voir dans les différents paliers ou dans les différentes sphères sociales, économiques, culturelles, politiques, s'il y a une répartition homme-femme. Et quand on regarde au niveau politique, la plupart des hommes politiques, des chefs d'État au niveau mondial, ce sont les hommes. Si on regarde qui contrôle les plus grandes industries, qui possède l'argent dans l'économie mondiale, il y a quelques femmes, mais c'est des minorités au fait. Les plus grandes fortunes, ce sont des hommes. Les chefs d'entreprise restent des hommes. Même au niveau des syndicats, on a beaucoup de dirigeants syndicaux qui sont des hommes. Si on regarde au niveau de la culture, qui est subventionné, qui ne l'est pas, on a eu des études avec les réalisatrices équitables qui démontraient justement qu'il y avait un problème de financement des femmes. Quand on regarde quel artiste va percer aussi, bref, je pourrais partir longtemps là-dessus, mais c'est des variables qui nous permettent de voir, qui sont des indicateurs pour voir si une société a atteint l'égalité entre les hommes et les femmes. Quand on regarde, les femmes sont encore les plus pauvres. Celles qui vont malheureusement bénéficier des services de santé pour des raisons évidentes, parce que quand on est pauvre, on a faim. Quand on est pauvre, on a des problèmes de santé. Les femmes sont, tu sais, à l'inverse, là, si on inverse la pyramide, les femmes vont justement avoir différents problèmes sociaux qui relèvent d'un fonctionnement hiérarchique. Bon. Et donc, tant et aussi longtemps que les femmes vont avoir peur de marcher le soir dehors, à l'extérieur, dans certaines rues, dans certaines ruelles, on n'aura toujours pas atteint l'égalité. Parce que les femmes, elles n'ont pas peur d'autres femmes dans la rue. Elles ont peur des hommes. Madame Blais, vous êtes chercheure, mais vous êtes également militante. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, c'est autant important de lutter contre les injustices de la vie de tous les jours que pour la postérité des interprétations féministes dans la mémoire collective? Oui, je pense que c'est important pour les femmes, pour les féministes, mais aussi en mémoire des 14 femmes qui ont été tuées, de maintenir vivante la mémoire de Polytechnique. Maintenir vivante cette mémoire, c'est un respect pour elles, mais c'est aussi une façon de sonner l'alarme sur le problème des inégalités au Québec. Donc, ça rejoint au fait cette lutte qui m'importe beaucoup, cette lutte pour l'atteinte ou pour la transformation des rapports sociaux de sexe vers l'égalité entre les sexes. Donc, c'est un mélange des deux, au fait. Donc, Madame Blais, vous avez écrit une monographie et vous avez dirigé les actes d'un colloque, sans oublier aussi un livre sur les courants masculinistes. Quelle est l'ambition fondamentale derrière vos travaux?
Mais je pense que c'est une façon de documenter ce qui est peu documenté, c'est-à-dire l'antiféminisme. Il y a peu d'ouvrages universitaires qui en traitent, il y a peu d'analyses qui sont faites. Et aussi, c'est une façon d'alerter au fait, d'appeler les gens à vouloir transformer les choses. Et la mémoire collective, quand j'ai étudié la mémoire collective de la théorie de l'École polytechnique, j'ai réalisé justement que c'est important d'y participer en tant que féministe pour que, au fil du temps, elle se transforme de plus en plus pour qu'on arrive à reconnaître les intentions antiféministes du tueur. Donc, c'est pour ça qu'en 2009, c'est important de créer des événements commémoratifs, se souvenir pour agir. Donc, les événements commémoratifs, ça consistait en un rassemblement public. Il y a eu une œuvre des Guerrilla Girls aussi, qui était une œuvre inédite, Disturbing the Peace, Troubler le repos. Il y avait un concert qui était un concert qui s'appelait Bleu Silence, un concert musical par Maestra et le Centre canadien, le Centre de musique canadienne. Et il y avait justement le colloque international. Il y avait une autre exposition aussi qui consistait à passer à travers des images médiatiques pour se rappeler, soit dans le silence ou dans le bruit. La personne avait le choix en visitant l'exposition de soit hurler ou rester en silence, puisque c'était dans une petite pièce assez isolée. Et de voir justement à rappeler pour créer du neuf, pour essayer d'insister sur le caractère antiféministe, comme je le disais, du tueur. Et ce livre, c'est une trace de Polytechnique, une trace des commémorations de 2009 pour participer de cette mémoire. Dans votre livre, qui s'intitule « Jaillit les féministes », qui est une conversion ou une adaptation de votre mémoire de maîtrise, c'est exact, où vous accordez beaucoup d'exergues de chapitres à une féministe, Andrea Dworkin. Qu'est-ce qui vous inspire chez elle? Sa force. C'est une féministe qui n'a jamais eu froid aux yeux, qui n'a jamais eu peur de dire ce qu'elle pensait, contrairement à plusieurs féministes, qui justement craignent d'être impopulaires ou craignent que leur message passe mal, donc elles vont s'obliger à un certain niveau de censure. Et Andrea Dworkin n'a jamais censuré ses propos. C'est une femme qui fonctionne aussi par image. Donc, elle peut venir chercher le lecteur facilement avec des images chocs. Donc, évidemment, je suis parfois appelée à nuancer ses propos, mais j'aime bien comment elle milite par les mots. Elle milite en créant des images. Et elle dit des choses que peu de féministes ont dit, comme par exemple, et je vais la citer, je vais essayer de la paraphraser. Elle dit « Il faut que les féministes soient coupables du crime pour lequel Marc Lépine nous accusait, en militant, en refusant, en contestant l'ordre établi. » Et c'est d'une originalité, c'est d'inviter le mouvement féministe à poursuivre le combat, dans le fond, et de dire Marc Lépine, il voulait nuire à notre combat, et bien justement, on va être coupable de combattre, en réaction à sa violence meurtrière. Madame Blais, quand on lit des travaux féministes qui parlent de la violence, les féministes mettent de l'avant une optique. C'est l'optique de la violence sexuée. Parce que la violence faite aux femmes est une violence qui doit s'analyser pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un contrôle social général des femmes. J'expliquais que pas besoin d'avoir tous les hommes qui violentent toutes les femmes pour que les femmes aient peur. Je pensais aux violences sexuelles, la peur, la nuit. Eh bien, c'est un peu ça. C'est une forme d'exercice et de contrôle social. Donc, les hommes ont vraiment... Pour être solidaires aux luttes féministes, les hommes devraient franchement lutter contre les violences faites aux femmes. Je pense que c'est tout de même une lutte prioritaire. Et donc, c'est un phénomène en soi, la violence sexuelle, qui est différente d'une violence, par exemple, d'un autre phénomène qui est celui des cours d'école où on voit une hiérarchie se constituer sur les plus forts et les plus faibles, et puis bon, on va essayer de taxer les plus faibles, puis bon, des dynamiques de gang. Ça appartient pas aux mêmes rapports sociaux, ni aux mêmes phénomènes sociologiques. La violence raciste aussi, c'est pas du tout la même chose. Donc, il faut, quand on dit violence, il faut préciser de quelle violence il s'agit. Est-ce que c'est une violence de légitime défense? Est-ce que c'est une violence de domination?
Est-ce que c'est une violence politique? Est-ce que c'est une violence économique, etc.? Donc, en parlant de violence en général, on parle de rien au fait, et de tout en même temps. Donc, c'est une espèce de cacophonie un peu terrible qui nous permet pas d'aller vraiment chercher et comprendre les différents mécanismes en œuvre derrière ces violences-là, puis les dynamiques de domination derrière, ou dans le fond, qui sous-tendent les violences, les différents types de violences, dont les violences faites aux femmes. Pour terminer cette émission, voici une entrevue avec Jannick Bastien-Charlebois, professeure adjointe au département de sociologie de l'UQAM. Elle sera avec nous pour parler de son livre « La virilité en jeu, perception de l'homosexualité masculine par les garçons adolescents », publié aux éditions Septentrion. Madame Bastien-Charlebois, comment avez-vous procédé pour étudier les représentations de l'homosexualité chez les adolescents? J'ai mené une série d'entrevues qualitatives. Donc, mon souhait ici, c'était de vraiment comprendre quelles étaient leurs perceptions, c'est de voir comment ils vont construire leurs idées. Et pour ça, des sondages, comme on connaît les sondages quantitatifs traditionnels, seraient inefficaces. Parce que, outre le fait de trouver quelques corrélations, on n'est pas en mesure de comprendre ces corrélations-là. Et en plus, on peut avoir tendance à sélectionner des variables selon nos propres a priori. Et on peut être totalement dans le champ quant à la pertinence de ces variables-là pour les jeunes qui ont des opinions, des idées sur les hommes gays. Donc, je voulais créer un contexte à l'intérieur duquel des garçons soient confortables de s'exprimer, ce qui supposait pour moi des entrevues individuelles. Et donc, suivant la philosophie du qualitatif, philosophie d'être, disons, à l'écoute de ce que les jeunes affirmaient, je posais des questions semi-dirigées. Et j'étais attentive à ce sur quoi ils pouvaient mettre l'emphase dans leurs propos. Donc, pour relancer les jeunes, essayer d'en savoir un peu plus là-dessus, si c'est important pour eux, comment ils voient ça exactement, comment ils décortiquent, comment ils vont construire leurs idées. Ça suppose aussi de pas diriger les questions, donc poser les questions de façon ouverte. Alors, mon objectif n'était pas d'établir des proportions précises, mais de voir quelles sont les grandes tendances en termes d'idées et de voir comment elles sont construites. Et ça suppose de mener des entrevues jusqu'à saturation. Et j'ai atteint saturation environ après 21 entrevues. Donc, voilà. Est-ce que l'homophobie est une réalité dominante chez les adolescents? C'est une tendance dominante, oui. Seulement, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de confondre tendance à totalité. Et lorsqu'on fait ce pas-là, l'analyse se trouve à être colorée d'une présomption, disons, plus déterministe. Ça va être plus facile pour nous de glisser vers une compréhension déterministe des attitudes des garçons adolescents. Madame Bastien, des gens disent que l'homophobie chez les adolescents n'est pas un phénomène si dramatique que ça, étant donné que c'est un trait de comportement qui disparaît de lui-même avec le temps. Je les inviterais à porter une attention particulière au vécu des personnes qui sont ciblées par ces comportements. Il y a plusieurs recherches qui ont été établies là-dessus, donc sur l'impact des comportements dits homophobes, des comportements négatifs à l'endroit des gays et lesbiennes ou des garçons et des filles qui sont présumés être gays ou lesbiennes. Parce que c'est cet ostracisme, l'ostracisme qu'ils vont vivre peut être très difficile, peut être très éprouvant et va avoir des conséquences négatives à plusieurs niveaux. Les jeunes peuvent se replier sur eux-mêmes, peuvent entretenir une haine d'eux-mêmes et ça peut se refléter par différents comportements, soit un peu d'autodestruction, donc consommation abusive de drogue. Et c'est une blessure qui peut être très grande. Là, évidemment, je parle des cas qui sont plus extrêmes et cas extrêmes qui vont comprendre aussi, dans certains cas, comme on a déjà entendu parler, des tentatives de suicide ou suicide complété.
Il y a des situations où ça se passe un peu mieux. C'est pas noir, sombre pour l'entièreté des garçons qui sont présumés être gays ou qui sont gays. Mais la situation est assez difficile et aller dire à des adolescents qui sont victimes d'ostracisme qu'ils ont à prendre leur mal en patience et à garder espoir parce qu'au cégep ça va passer, c'est illogique. Je veux dire, pour nous comme adultes, c'est plus facile de concevoir une attente de 2, 3, 4, 5 ans, mais pour un adolescent, c'est une éternité. Donc, je pense que c'est important d'être sensible à ça. Puis aussi sensible au message social qu'on envoie. Est-ce que devant des formes d'ostracisme, on va dire, ben c'est une chose incontournable et on va pas s'engager là donc pour améliorer le climat scolaire? Je pense qu'il y a des questions à se poser comme société si on est défaitiste par rapport à ça. Et c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que l'homophobie s'adresse aux homosexuels eux-mêmes ou à une idée de l'homosexualité? Dans la mesure où il y a des personnes qui sont ciblées, c'est pas juste une idée, c'est des personnes en chair et en os qui sont homosexuelles, mais aussi des personnes qui sont présumées à être homosexuelles. On pense notamment à des garçons qui vont déroger aux normes du genre, donc des garçons qui vont présenter une plus grande sensibilité, qui vont s'intéresser aux arts, par exemple, qui vont être moins sportifs. Donc, ces garçons-là, indépendamment de l'orientation sexuelle, peuvent être également ciblés. Mais en bout du compte, les personnes homosexuelles elles-mêmes vont subir des traitements négatifs suite à cette idée-là. Donc, on ne peut pas la concevoir comme étant quelque chose de déconnecté. Madame Bastien, dans votre livre, vous semblez dire que la vision de la complémentarité des sexes est quand même à la source de certains traits homophobes. Mm-hmm. C'est que tout ça découle de l'idée qu'il y a un plan préétabli. Il y a un plan qui a été pensé, réfléchi par une nature qui représente une entité qui a un peu remplacé Dieu et qui assoit donc l'existence de l'humain sur d'une reproduction, c'est-à-dire que le but de la vie serait la reproduction. Et pour assurer cette vision-là, on va construire une notion de nécessaire complémentarité des sexes. En arrière de tout ça, ben, il y a un attachement à une certaine division sexuelle du travail. Donc, il y a une répartition des rôles, une hiérarchie, ainsi de suite. Je suis consciente qu'en nommant ce mythe de la complémentarité des sexes, c'est quelque chose de très troublant parce que c'est vécu comme une évidence. De la même manière qu'en nommant le mythe du but de la vie comme étant la reproduction, ça aussi, je sais que je viens troubler une croyance très ancrée. Puis souvent on peut se dire, mais ma foi, pourtant c'est évident, on a besoin d'une reproduction. Ce que je répondrais à ça, c'est pas tant qu'il n'existe pas de reproduction, mais c'est notre façon de le cadrer qui est erronée. Donc, ce qu'on peut affirmer scientifiquement, c'est qu'il existe un processus qui permet l'apparition de générations nouvelles. Mais de parler de but, là, ça suppose un saut de foi où on prête une intention, une entité qu'on ne peut pas interroger. Donc, ici, l'entité étant la nature. Et je vais donner un exemple qui va illustrer le propos. Il ne viendrait jamais à l'esprit de physiciens ou d'astrophysiciens de dire que le but de la force de gravité, c'est de maintenir l'ordre parmi les corps célestes. On va simplement observer la gravité puis voir quels sont les effets de la gravité. Donc, dans ce cas-ci, ce qui serait plus juste, c'est parler du fait qu'il existe un processus qui permet l'apparition de générations nouvelles. Donc, il y a une différence entre cette affirmation-là, puis dire le but de la vie, c'est la reproduction, puis ensuite, d'essayer d'accrocher une série de blocs à cet édifice-là, dont le bloc de la complémentarité nécessaire. Madame Bastien, dans votre livre, on voit que vous tenez à faire une différence quand même entre l'homophobie et l'hétérosexisme. Pourquoi? Bien, parce que l'homophobie est un concept qui est ancré dans un regard psychologisant des rapports sociaux. Donc, je suis pas la seule à critiquer le concept. En fait, la critique existe depuis très longtemps, sauf qu'en même temps, on doit composer avec le terme, étant donné qu'il est plus connu aujourd'hui, donc il est utilisé par le grand public, tandis que le concept d'hétérosexisme ne l'est pas.
Seulement, c'est qu'en matière d'analyse des rapports sociaux entre majorité hétérosexuelle et minorité homosexuelle, ça pose problème. Donc, on va réduire ces comportements à, disons, une déficience individuelle qu'une personne porterait. Donc, c'est parce qu'une personne n'a pas de compétences sociales assez développées, une personne va avoir des préjugés, une personne va avoir des complexes, ainsi de suite. Et ça suppose que pour résoudre le problème, il faut qu'on soumette la personne à une thérapie. Et là, ben, la thérapie, encore une fois, est vue de façon individuelle. Donc, ça retire le problème de son contexte social. Tandis que le concept d'hétérosexisme va placer les attitudes négatives à l'intérieur du contexte social. Et non seulement ça, le concept d'hétérosexisme va aussi prendre en considération les attitudes qui vont être plus... enfin, pas tant les attitudes, mais la dimension idéologique. Avec l'homophobie, on reste au niveau des comportements, on reste aussi au niveau d'une idée d'expression vive, d'une phobie justement, d'une crainte viscérale un peu maladive, et ça fait en sorte que à partir du moment où une personne exprime des propos infériorisants mais de façon très calme, mais elle peut se dédouaner du fait d'être négative à l'endroit des gays, des lesbiennes ou des bisexuels. Donc c'est un concept qui va manquer à tous ces niveaux-là. Les presses de l'Université du Québec sont heureuses de contribuer à la diffusion de la recherche en présentant cet épisode. www.puq.ca